Maghreb Orient Express, bienvenue à tous au Liban pour un numéro inédit. Ravi de vous retrouver ici au Salon du Livre francophone de Beyrouth. Rendez-vous incontournable de la francophonie, rendez-vous incontournable aussi forcément pour TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Trois invités aujourd'hui dans MOE que l'on vous présente sans plus attendre. Joumana Haddad, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, poète, vous êtes notamment l'auteur de Superman et Tarab, livre que voici et qui a fait couler beaucoup d'encre en Méditerranée. Nous allons bien entendu y revenir. Avec nous également Mazen Kerbaj, bienvenue à vous. Vous êtes musicien, trompettiste très exactement. Vous êtes également dessinateur, auteur de BD. On peut notamment voir vos dessins dans cet ouvrage Lettres à la mer, M-E-R-E. Le voici. Avec nous également une éditrice. Merci d'être avec nous, Faten Fadel. Vous êtes responsable de la maison d'édition Le Centre culturel arabe, qui a la particularité d'être basée ici à Beyrouth, mais aussi à Casablanca, au Maroc. Et vous avez la particularité, président d'entrée, de traduire des livres de l'arabe, du français à l'arabe, pardon, et notamment celui-ci qui est très connu, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Allez, je vais traduire le titre. Al-Amir As-Saghir. Bravo, c'est ça. Je l'ai bien fait. Alors, on entend parfois que la langue française serait en perte de vitesse au Liban, dans le monde. Moi, en arrivant ici à Beyrouth, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de librairies. Oui. On peut parler aisément avec des Beyrouthins dans la langue de Molière. Quel est votre avis à ce sujet? C'est vrai, on parle beaucoup français au Liban, mais par rapport aux années d'avant, le français perd un peu terrain par rapport aux autres langues, notamment l'anglais. Dans la génération de mes parents, c'était très commun, très courant de parler français. C'est un peu moins déjà dans ma génération et c'est beaucoup moins dans la génération là, des beaucoup plus jeunes. Et voilà, ça se perd surtout par rapport à l'anglais. Je pense notamment à d'autres pays du monde arabe. Ça s'arabise peut-être un peu plus, mais le Liban, on sent plutôt que ça se perd par rapport à l'anglais. Et voilà. Joumana Haddad, à ce sujet, c'est plutôt oui, en effet, arabisation ou une anglicisation? Je pensais à mes deux garçons, par exemple, qui de loin préfèrent l'anglais au français. Il faut que j'insiste chaque soir pour qu'ils apprennent leur leçon de français. Ils me disent c'est trop difficile, l'anglais c'est plus facile. En fait, c'est pas la facilité, c'est le fait qu'ils l'entendent partout et qu'ils l'utilisent sur Internet. Il y a les films, la musique et donc... À la limite, parfois c'est pédant. Elle parle très bien français, she's Frenchy. Donc ça commence un petit peu à devenir même un peu comme ça. Élitiste, on va dire, voilà, c'est ça. Exactement. Mazen, quel est votre avis à ce sujet? Moi, mon fils, c'est le contraire. Il parle quasiment pas arabe, c'est un francophone accompli. Ah ben voilà. Mais l'anglais rentre très facilement, bien sûr, avec les films, avec tout ça. Mais je pense qu'au Liban, il y a une grosse cassure qui s'est passée après la guerre. Enfin, c'est mon analyse rapide. Mais il y a vraiment une... c'est quasiment, comme tu disais, on appelle ça un Frenchy coucou, c'est-à-dire un type qui parle que français et c'est un peu élitiste, c'est un peu bourgeois de Beyrouth. Ouais. Alors il y a une fresque ici qui fait 16 mètres de long, où on peut voir vos dessins, vos créations, c'est un carnet intime. Vous avez choisi le français justement pour vos créations, pourquoi? Oui, c'est une langue que j'aime beaucoup depuis que je suis petit, je lis beaucoup en français, c'est-à-dire les livres français bien sûr, la bande dessinée franco-belge, puis après même des livres en allemand, je les lis traduits en français, pas en arabe. C'est une langue que j'aime beaucoup et en grandissant, j'ai tellement lu de bandes dessinées franco-belges, donc en français, que pour moi, c'est quasiment la langue de la bande dessinée. Ça m'a pris très longtemps pour faire mes premières BD en arabe, en fait. C'est il y a quelques années où j'ai commencé, je me suis libéré un peu du français. Alors, ça diffère un peu d'un quartier à l'autre aussi, ça c'est très important. Il n'y a pas un Beyrouth ou un Liban, absolument. Alors, pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, il y a eu des dizaines, des centaines d'auteurs originaires de pays arabes qui venaient à Beyrouth pour échapper à la censure dans leur propre pays. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de refuge en la matière? Est-ce que le Liban fait encore figure de refuge en la matière? Je dirais que c'est un pôle très important de l'édition dans le monde arabe. C'est le Caire a une position plus ou moins comparable, mais Beyrouth reste une plateforme très importante dans le monde de l'édition. Effectivement, beaucoup d'auteurs arabes vont publier chez nous. Donc, nous, par exemple, nous couvrons tout un éventail de nationalités arabes dans notre catalogue. Du Maghreb notamment, on l'a dit, le Maroc, Algérie, Tunisie. Ce n'est pas unique au Centre culturel arabe. C'est commun au Liban parce que, bien évidemment, on a une liberté de ton, une liberté d'expression qui est connue au Liban. Mais il n'y a pas que ça. Le Liban est une excellente plateforme aussi logistique. C'est bien beau de sortir un livre, il faut le commercialiser, il faut le faire parvenir à ce lecteur arabe qui n'est pas situé dans une seule zone géographique. Nous avons plus de 20 pays arabes de par le monde, il faut le faire parvenir. Donc le Liban distribue et commercialise tous les livres en langue arabe vers ces pays-là.
Et on est très présent aussi dans les salons du livre, qui sont des événements très très prisés dans le monde arabe. Donc on va vers ce lecteur, on va vers cet intellectuel arabe, on fait connaissance aussi. Il y a d'ailleurs le salon d'Alger qui a ouvert ses portes vendredi. On salue Alger, beaucoup de gens. Et il y a le salon de la Tunis capitale en ce algérienne moment. et le salon de Tunis en ce moment. Exact. Joumana Haddad, vous, ce livre Superman est arabe a été traduit, il a d'abord été publié en anglais avant d'être traduit en français et très prochainement, ces prochains jours, il sera disponible en langue arabe. Pourquoi ce circuit entre guillemets? En fait, ça dépend. Moi, je me laisse aller en général à l'idée avec laquelle le livre arrive. Donc, j'écris surtout de la poésie en arabe, mais j'ai aussi publié des livres en français directement, en espagnol, en italien et en anglais. Et dans le cas de J'ai tué Shahrazad et de Superman est arabe, qui sont deux essais sur la situation de la femme. Confession d'une femme arabe en colère, c'était voilà. en 2010. Et donc, voilà, les idées sont arrivées en anglais. Je me suis abandonnée parce que je savais que j'allais plus tard les publier en arabe parce que mon lectorat le plus important est quand même oui, mais justement, pourquoi pas l'avoir fait en arabe? Est-ce qu'il y a des thèmes trop sensibles? Par exemple, vous ne mâchez pas vos mots en général, hein, vous dites ce que vous pensez. C'était pas du tout pour échapper à une censure ou pour esquiver la polémique, la controverse? Non, du tout, puisque le fait qu'il y ait toujours cette décision de le publier plus tard en arabe, donc c'était pas pour moi une façon de fuir la confrontation avec la langue arabe qui n'accepte pas nécessairement tranquillement ce que je veux lui faire dire. C'est-à-dire toute cette transgression des tabous que je lui fais subir, je suis sûre que ce n'est pas une fuite. D'ailleurs, j'ai déjà fait cette fuite lorsque j'ai commencé à écrire en français. Il y a longtemps, j'avais 12 ans, j'écrivais mes poésies en français. Et je croyais que c'était parce que c'est une langue maternelle pour moi, alors que j'ai découvert plus tard que là, il y avait de la lâcheté, il y avait la peur. Et c'est à ce moment-là que j'avais pris la décision d'écrire désormais en arabe. Mazen Kerbaj, vous, j'ai vu certains de vos dessins, vous n'avez pas froid aux yeux. Est-ce que vous vous posez la question de la censure? Est-ce que je vais créer un malaise? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Ou est-ce que vous dites je suis libre et je le reste? Créer un malaise, c'est ce que je recherche tout le temps. Je commence par là, comment je vais créer un malaise. C'est le but même. Voilà. La censure, c'est... en fait, les seules censures que j'ai eues au Liban, c'est des censures de rédacteur en chef. Je n'ai jamais été censuré par la vraie censure. Alors précisons, je leur en veux un peu, je n'arrive pas à croire qu'on ne m'a toujours pas censuré, je ne peux même pas... Certains de vos dessins sont publiés dans le supplément mensuel de L'Orient le Jour, c'est L'Orient littéraire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est là que vous avez été censuré, mais vous, quand vous faites vos dessins, donc justement, vous voulez susciter la controverse, comment vous réagissez quand il y a une censure? Écoutez, en France, on connaît bien un peu cette ligne de Harakiri, l'hebdo bête et méchant. Charlie Hebdo. Avant Charlie Hebdo, oui, après Harakiri. Charlie Hebdo, à l'époque de Réserve, tout ça. Et c'est vraiment un humour au vitriol. Et au Liban, il y a plein de tabous, donc que ce soit les relations entre hommes et femmes, que ce soit la religion, que ce soit toutes sortes de trucs. Et dans l'Orient littéraire, c'est un peu plus facile de ne pas se faire censurer parce que c'est en français. Mais quand je publie en arabe, notamment dans Al-Akhbar, pendant longtemps, le rédacteur en chef, enfin le directeur de la page culturelle, qui est Pierre Abissar... Mais là, c'est pas de la censure, alors c'est de l'autocensure finalement, non, mais lui était très fort. Qui est universelle. Mais... Lui, il me disait, moi, je ne vais jamais te censurer. Et c'est comme ça qu'il m'a embauché, parce que je disais, moi, j'ai arrêté les journaux. D'accord. Il m'a dit, et je te défie de pouvoir être censuré par la censure. Genre, vraiment, lâche-toi. Oui. Et là, je me suis lâché, et vraiment, j'ai fait des trucs... je ne comprends toujours pas comment c'est passé. Mais en fait, en même temps, c'est des trucs vraiment, au niveau social, vraiment, je suis très, très méchant. Mais je ne vais pas dans le terrain politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous sommes au salon du livre francophone de Beyrouth au Liban. Alors des dessins, des mots, donc des livres aussi, il faut bien pouvoir les éditer, Faten Fadel, mais aussi de la musique. Certains d'entre vous les connaissent déjà, d'autres vont les découvrir aujourd'hui dans Maghreb Orient Express. Il s'agit de Mashroua Leila, leur album s'appelle Rasouk, ils t'ont fait danser, je crois, c'est bien ça. Absolument. Voici le reportage d'Anaïs Renevier, elle est partie à leur rencontre. Entre deux concerts à l'étranger, les membres de Mashroua Leila retrouvent leur studio beyroutin. Depuis cet été, ils présentent leur nouvel album, Rasouk, enregistré à Montréal, un changement d'air qui était nécessaire. On trouve qu'on devait s'isoler d'une certaine façon pour pouvoir nous donner à 100% dans la musique. Parce qu'ici, chaque 2 minutes, il y a le téléphone qui sonne, il y a notre famille et nos amis, donc on n'est pas vraiment
dedans et concentré. Dès leur début, les Mashrou Leila font parler d'eux en brisant les tabous. Le chanteur n'a pas hésité il y a quelques années à annoncer son homosexualité, mais son engagement ne saurait se limiter à ce coming out peu courant dans la région. Corruption, droits des femmes, drogue, le groupe se fait la voix des préoccupations de sa génération. Ça fait 5 ans que le groupe existe, mais pour une raison que j'ignore, l'homosexualité est toujours le sujet sensationnel. Oui, le groupe s'intéresse aux questions de genre en général, mais pas seulement à l'homosexualité, aux droits des femmes également. Mashrou Leila, c'est avant tout une bande de copains qui se sont rencontrés à l'université américaine de Beyrouth au détour d'une petite annonce. Si l'un d'entre eux vit aujourd'hui entre le Liban et l'Angleterre, le groupe n'envisage pas pour l'instant de s'expatrier. Nous avons pensé peut-être déménager le groupe pour des ateliers ou des résidences d'artistes. Mais pour l'instant, le plus pratique pour nous, c'est de rester ici. On est installé ici et on a tout ce qu'il nous faut. Ici et là, le groupe puise ses influences musicales sans penser aux frontières et écrit au fil des jours l'histoire de ce projet d'une nuit, en arabe, Mashrou Leila. Joumana Haddad, on imagine que ça vous parle, la défense des minorités sexuelles, les rapports hommes-femmes dans la société libanaise, mais aussi en Méditerranée et partout dans le monde. Est-ce que vous, ces tabous, vous les traitez sans aucune inquiétude ou est-ce que vous dites qu'il ne faut pas que je dépasse certaines lignes rouges ? Ah non, je ne m'impose aucune censure. Je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle mes parents, qui me connaissent très bien, sont toujours inquiets parce qu'ils savent que je manque, j'ai pas le bouton d'alerte dans ma tête. Pourquoi votre plus grand ennemi semble être la religion ? Parce que c'est l'un de mes problèmes, c'est l'un de nos problèmes, je dirais. C'est pas un problème personnel. Parce que tant que le Liban n'est pas un pays ne sera pas un pays laïque, on ne peut pas vraiment parler des droits des minorités sexuelles, des droits des femmes, de l'égalité, de toutes ces thématiques en bonne et due forme. C'est juste en discuter sans parler du vrai, de l'éléphant dans la chambre qui est la religion, est juste une façon de caresser ou bien de négocier avec l'état des choses qui existe. Faten Fadel, sur la religion par exemple, c'est un sujet qui fait débat depuis les printemps arabes, depuis les soulèvements en Tunisie, en Égypte, puis ensuite en Syrie. Quel est votre regard à ce sujet ? Pour moi, ça fait partie du domaine du privé. Autant que possible, c'est une question qui devrait rester dans cette sphère-là. Alors, bien sûr, la censure s'applique peut-être plus à ce genre de sujet, mais il n'y a pas non plus une seule censure dans le monde arabe aussi. Il y a différents niveaux de censure. Donc, on essaye autant que possible d'aborder certains sujets avec courage, avec une ouverture d'esprit, avec des idées nouvelles. Madame Kerbaj ? Oui, la religion. Écoutez, c'est un très vaste sujet. Je pense que c'est le problème. Joumana disait c'est un de nos problèmes. Pour moi, c'est le problème principal du monde entier, pas du Liban. Alors au Liban, c'est exacerbé et dans les pays arabes avec toutes ces différences. Et on voit très bien, exemple à l'appui, comment elle sépare les gens plutôt que de les rapprocher. Sur le machisme, vous consacrez un chapitre dans Superman est arabe. C'est aussi un de vos sujets de prédilection. Vous appelez de vos voeux à réinventer une masculinité arabe. Oui, une masculinité plus positive. Je dirais même universelle, pas seulement arabe, parce que depuis que le livre est sorti dans plusieurs pays, j'entends de partout ah, mais il n'est pas seulement arabe, il est aussi français, italien, argentin. Donc les machos, ils sont partout malheureusement. Pour vous, c'est un signe de faiblesse, le machisme ? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est un manque de confiance en soi que démontre l'homme en voulant comme ça prouver sa force et son pouvoir de contrôle contre les femmes. En même temps, je ne me sens pas visé en vous lisant, bien entendu, mais on a le sentiment que l'homme serait responsable de tout. Mais les femmes perpétuent aussi les codes, finalement, la maman, la sœur. Je responsabilise dans ce livre surtout les femmes. Parce que quand on pense aux mères qui, jusqu'à maintenant, lorsqu'elles sont enceintes, par exemple, préfèrent avoir des garçons et pas des filles, lorsqu'on pense aux mères qui éduquent leurs garçons à devenir des machos, comme des petits dieux, et leurs filles à ne rêver que de mariage au lieu de les pousser à avoir des ambitions, des rêves, etc., à être indépendantes, alors on sait que la moitié du problème, c'est les femmes.
femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes machos, il y a des femmes patriarcales, tout comme il y a des hommes féministes, j'en suis convaincue. Mazen Kerbaj, vous, est-ce que c'est un sujet que vous traitez justement, le machisme en Méditerranée et dans le monde? Vraiment. Je me définirais comme un macho féministe en fait. Un macho féministe. Un peu bizarre. Non, c'est un problème énorme, mais dans mon travail, non, c'est pas un truc. Enfin, si, ça peut passer, mais je tape autre part. Alors vous avez un dessin qui a beaucoup fait parler récemment, c'est Ils sont partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce dessin? Ils sont partout, c'est les émigrés syriens en fait au Liban. C'est deux tantes d'Ashrafi, comme on les appelle, deux vieilles bourgeoises qui discutent de ça. Et bon, ça gêne un peu parce que c'est vraiment la discussion de tout le monde. Avec des gens très racistes, avec d'autres pas racistes du tout, mais qui disent bon, il y a 1 million de Syriens, on est 4 millions. Et les réfugiés syriens, oui, c'est ça. Les réfugiés syriens, et puis c'est vraiment le discours de tout le monde. Et puis bon, dans le dessin, ces gens, ils sont vraiment partout. J'en vois même au club, et ça devient trop gros. Il y a un autre dessin aussi qui est assez frappant, c'est les révoltes arabes vues du nombril libanais. Ah oui, je ne me rappelle même plus de celui-là. Alors comment elles sont vues ces révoltes? C'est un bon titre. Elles sont vues un peu, c'est quoi? C'est de la jalousie? C'est le fait de dire je crois finalement... qu'on finit par dire, oui, on n'est même pas un dictateur, on n'est même pas capable de se mettre sur un dictateur pour le descendre au Liban. On n'a même pas cette chance. Et les Libanais étaient un peu furieux, genre merde, on est en train d'être relégués, on a ni une guerre, maintenant ni rien, et puis dans les nouvelles, on est en train... Du coup, on a un pays très stable, et je trouve ça... En même temps, vous avez payé le prix de l'instabilité et des soulèvements et des révoltes. Justement, aujourd'hui, dans le contexte actuel des choses, avant on m'appelait pour me dire est-ce que ça va, ça se passe bien? Là, du coup, on appelle les gens, donc ça pour nous, c'est très nouveau quand même. Oui. Une artiste me disait hier, lorsqu'il y a quelques mois, il y a eu une situation tendue par rapport à l'actualité syrienne avec des attentats, voitures piégées, etc., que les expositions connaissaient un certain succès. Est-ce que finalement le monde de l'art, les salons comme celui-ci ici, les expositions de peinture peuvent être une respiration pour les Beyrouthins? Je ne pense pas que les Beyrouthins aient besoin de ça. C'est une ville quand même qui est très vivante, Beyrouth, extrêmement vivante. On va avoir un attentat la veille à 5 h de l'après-midi, les gens seront dans les rues le lendemain, prenant des cafés dans les rues. Je pense qu'on est blasé. Moi, je pense que ce n'est pas blasé, oui, c'est du fatalisme, voilà, mais on n'est pas blasé, mais on est quasiment habitué à vivre avec ça. C'est ça, et ça nous énerve, quoi. Mais on ne peut pas se dire, bon, il y a eu un attentat, je vais rester 2 mois à la maison. Parce qu'il y a tellement de facteurs parfois déstabilisants que si on va suivre chaque événement dans l'actualité, on va finir par ne plus rien faire, par rester à la maison. Et ça, c'est très triste quand même. Il y a beaucoup de... Je pense que ça, les Libanais ont assimilé et c'est une très belle réaction. On est là pour vivre, on ne va pas arrêter de sortir ou de vivre parce que le contexte est compliqué. Oui, mais malheureusement, ça devient un peu un prétexte, ça, parce qu'il y a la maladie de l'indifférence aussi. Oui, hein. oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Liban qui pensent que tant que leur vie va bien, tant que c'est à Tripoli, tant que c'est pas à Beyrouth, tout va bien. Et là, je pense que on exagère un peu cette tendance à dire ah non, nous sommes des survivants, etc. Ça devient de l'indifférence et là c'est vraiment moche. Ça devient en fait la mémoire très courte. Ah oui. On aime bien oublier tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire on pleure les morts, les martyrs d'aujourd'hui, parce que tout le monde est martyr quand on meurt au Liban. Hein. Mais pour rester sur ces printemps arabes, à mon tour à la limite de provoquer, on pourrait dire par rapport à votre dessin que les Libanais, voire les Algériens ou d'autres qui nous disent nous on a connu l'incertitude, on ne veut pas reconnaître ça, rebasculer dans la violence, est-ce qu'ils n'ont finalement pas tort quand on voit la situation en Syrie? En Égypte elle est tout autre, mais il y a quand même le retour des militaires au pouvoir. Jouman Haddad, ces printemps arabes, pour vous, aujourd'hui, le bilan, il est comment? Tout d'abord, il faut arrêter de les appeler des printemps. Oui. À mon avis, c'est vraiment, c'est pas le mot qu'il faut. Évidemment, il y avait besoin d'une transition, il y avait besoin d'un changement. Le changement s'est fait, mais on ne peut pas du tout dire que c'est un changement vers le mieux. On est coincé entre 2 monstres, là, entre le monstre de la dictature et le monstre de l'extrémisme religieux qui n'est pas du tout mieux. Et donc il faut, je pense, je dirais, en adoptant une attitude vraiment optimiste, il nous faudra attendre encore peut-être 1 ou 2 générations pour que le vrai changement advienne, pour que tous ces gens qui ont vraiment, qui ont risqué leur vie même, afin que... Pour vous, la révolution, ce n'est pas le départ d'un dictateur ou autre, comme on dit en Égypte, c'est une révolution profonde dans les sociétés? Bien sûr, il faut qu'il y ait un vrai changement qui, tout d'abord, puisse, par exemple, au niveau de la vie des gens, puisse apporter un changement positif, et ce n'est pas du tout le cas. Mazen Kerbaj, à ce sujet? Oui, je pense qu'il est très tôt, comme dit Jouman, pour faire un bilan aujourd'hui, et qu'il faut des générations, c'est-à-dire ceux qui ont fait aujourd'hui la révolution, ou révolution c'est un bien grand mot,
mais qui ont fait tomber Qui sont ce descendus dictateur. dans les rues, qui Alors t'ont payé un ceux-là, prix. il faut que les enfants de leurs enfants grandissent dans des sociétés différentes pour qu'on voit le bilan de ce truc. Bien sûr, il fallait que le dictateur tombe, mais après, enfin, beaucoup de nous, j'imagine, Jouman, on se rejoint sur ce truc, on était désabusés, même en le voyant tomber, c'est-à-dire ça nous faisait plaisir. On ne va plus voir sa gueule qu'on a vu pendant 30 ans, mais qu'est-ce qu'on va voir à la place, c'est... Faden Fadel. Alors moi j'attends encore le printemps culturel. Si ça ne se reflète pas sur la pédagogie, développer un esprit critique chez les enfants, permettre aux gens de lire ce qu'ils voudraient lire, alors là pour moi oui je dirais c'est bien beau. Mais jusqu'à présent on n'a pas vu d'effet concret encore. Mais j'aimerais beaucoup bien sûr. Bien évidemment. Alors je vous propose maintenant, vous les connaissez sans doute, il s'appelle Gamecooks, c'est une start-up, mais TV5 Monde, chaîne francophone mondiale, start-up, on va le traduire par jeune pousse, jeune entreprise qui crée des jeux vidéo pour les smartphones. Et il y en a un qui a fait fureur, ça s'appelle Run for Peace. Ça a été lancé au début des printemps arabes. Jouman Haddad ne les appelle pas comme ça, en tout cas au début des soulèvements en 2011. Plus de 2 millions de téléchargements, courir pour la paix en France, au Brésil, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Reportage. Contrairement aux apparences, les 13 employés de cette start-up ne chôment pas. Leur mission, développer des jeux vidéo pour téléphone mobile. La petite entreprise a vu le jour en 2011 et s'est fait connaître avec un jeu Made in Lebanon, Run for Peace ou Courir pour la paix. C'était au début du printemps arabe. Quand on voyageait en Europe et aux États-Unis, on entend beaucoup dire que toute la région, il n'y a que la guerre là-bas. On voulait vraiment faire deux choses. Développer un jeu avec une grande concentration arabe dans ce jeu. Alors la musique est arabe, l'interface est arabe. Et on voulait aussi passer ce message de paix. C'est au cœur du quartier animé de Hamra à Beyrouth que les deux frères cofondateurs ont trouvé l'inspiration pour les décors. Avec près de 2 millions de téléchargements dans le monde, le jeu a connu un réel succès. Mais gérer une start-up au Liban, ce n'est pas toujours facile. Coupure d'électricité, tensions politiques et marché difficile, il faut savoir faire face aux complications. Parfois, quand tu vois ton pays avec le bordel, tu es un petit peu fâché, quoi. Mais sinon, tu peux rien faire. On peut prendre le côté négatif et le rendre sur un côté positif. Le domaine des jeux vidéo reste peu développé dans le pays. Impossible par exemple depuis le Liban de vendre en ligne des applications sur plusieurs marques de téléphone. Loin d'être découragés par ces problèmes, certains sont même revenus de l'étranger pour travailler dans leur pays natal. Avant c'était un peu comme la magie. Personne ne savait comment faire des jeux vidéo ici chez nous. C'était une éducation personnelle et maintenant ça devient un peu plus répandu. C'est ce qui me pousse ici. C'est tellement jeune que je peux faire quelque chose. La motivation de cette équipe libanaise ne s'arrête pas là. Les créateurs prévoient pour 2014 une nouvelle version de Run for Peace, cette fois tout autour du monde. Voilà, courir pour la paix, Jouman Haddad, je me tourne vers vous. L'actualité, quelle est-elle pour vous ces prochains mois? Alors, il y a tout d'abord la sortie de Superman est arabe en arabe, et puis surtout le retour de ma revue Jassad, qui veut dire corps, qui s'occupait de tous les tabous reliés au corps et à la sexualité et la culture du corps dans le monde arabe. Et donc, nous allons revenir en ligne très bientôt, peut-être au début 2014. Mazen Kerbaj, si on veut vous suivre, qu'est-ce que vous nous conseillez? Il y a mon dernier livre, Lettre à la mer, que vous avez cité, publié par l'Apocalypse en France, qui est un de ces rares livres. C'est mon premier livre où je ne suis pas tellement mécontent après qu'il soit sorti. Donc je crois qu'il est un peu mieux que les autres. Et puis il y a le prochain livre, donc la fresque qu'on a vue ici, c'est une année avec un dessin par jour sur un agenda qui va sortir en principe à l'association en France, chez l'association en 2014. Très bien. Peut-être actualité ou message pour vous, Faten Fadel? Un souhait que j'aimerais exprimer. Alors nous faisons beaucoup d'efforts pour traduire beaucoup de livres du anglais ou français ou du monde occidental. J'aimerais beaucoup que les éditeurs de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté, qu'ils fassent un peu... que ce soit réciproque et d'égal à égal. Que l'échange aille en sens inverse. Merci. Ça serait très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce numéro inédit ici à Beyrouth au Salon du Livre francophone. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. À très vite sur TV5 Monde.